Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle bien sûr de tout et surtout de rien. Cette année, cette saison, c'est une saison un peu spéciale parce que on fait pas beaucoup d'enregistrements, on prend notre temps. Comme vous l'avez constaté, il y a eu plusieurs mois d'absence sur les publications, mais c'est parce que on vous vend de la qualité, très chères auditrices, auditeurs. Et pour parler de qualité, il y a Nicolas avec nous. Voilà, donc Nicolas, tu as encore avec toi dans tes bagages une chronique incroyable, j'en suis certain. Des chroniques, mais bien sûr, mes bagages sont pleins de chroniques, c'est ça Plein de chroniques, il c'est ça mon déborde, il secret. J'ai déborde. juste à me servir dans ces bagages. Bon après c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui demandent du temps. C'est un peu des bagages longs à déballer, mais en tout cas, il y a beaucoup de bagages. Mais les surprises sont toujours au rendez-vous en tout cas. Avec Nico, on a aussi Clément qui décidément est très présent pour cette saison 4 et c'est toujours un plaisir. Et il aura avec lui un petit quiz des familles à nous faire jouer, avec lequel vous pourrez jouer chez vous de votre côté, bien évidemment. Et vous nous direz dans les commentaires si vous avez réussi à répondre à toutes les questions. Clément, comment ça va du coup? Parce que Moi, je sais ça va pas si très bien. ça va. Très Ouais. content de revenir. Je crois que ça doit être mon troisième épisode. C'est ton 3 ou 4? troisième épisode, Plus. je crois, 3. Ça effectivement. dépend C'est dans ton l'ordre troisième dans épisode. lequel ils sortent. Mais Oui, oui, oui. bah là, ce sera ton troisième épisode normalement, Voilà, donc petit effectivement. quiz sur les animaux. Ça fait déjà la deuxième fois que je parle d'un animal. Et Donc oui, parce que il tu avais commence parlé à y avoir une récurrence. des chiens au Ouais, Japon, ouais. Et on s'en exactement. souvient pour le spécial Japon numéro 3 que vous pouvez aller visionner tout de suite, c'est dans la description, tout ça. Enfin, plutôt sur le côté. Enfin bref, vous connaissez la chanson, vous connaissez Voilà, YouTube. donc Euh, nos auditeurs et auditrices pourront participer au quiz. Si vous avez plus de 2 points, vous gagnez. Voilà. Waouh, oh. 9 points. En Bien espérant qu'il n'y ait que vexé. 2 questions, chers auditeurs. Il y en a 9. Waouh. Mais en Ouais, non, attendant, ça va être marrant. l'heure n'est pas à l'amusement en attendant, car nous allons devoir ensemble écouter Nicolas. Alors, ce se trouve, en fait, c'est drôle, notre chronique, j'en sais On rien. ne s'amuse pas quand on écoute Nico. Non, mais on reste concentré, ce que je veux dire. Moi, souvent, je bois tes paroles et je suis là à faire Ouah, du natif américain. Mais je crois que cette fois-ci, c'est peut-être pas forcément ce sujet-là que tu vas aborder aujourd'hui, je crois. Bah, en fait, moi, je sais pas trop de quoi parler. Je m'étais fait une chronique un peu non, je vais vous raconter un peu. Je m'étais fait une chronique à sortir un peu comme ça, au cas où, j'aurais pas trop de sujets et puis voilà, un truc un peu facile à préparer. Donc en fait, c'est tout un tas de choses dont je vais vous parler, un peu en vrac et vous verrez qu'il y a quand même un petit lien Ouais. et je vais commencer par une petite recommandation. Parce Ok. qu'en complément de mes chroniques précédentes, hein, sur cette chaîne, en fait, je voulais vous recommander un épisode du Cours de l'Histoire qui est sorti, sur France Culture le 2 janvier 2023 et qui a pour sujet les cultures amazoniennes du Brésil précolombien. Et donc dans cet épisode, dont je vais, vous mettre le lien dans le salon bibliographie. L'inauguration de ce Oui, c'est Voilà, vrai que salon. maintenant on a un petit salon l'inauguration. biblio. Toute la bibliographie sera bien évidemment dans les commentaires de l'épisode. Waouh! Habiter la vaste forêt des populations du Brésil? Exactement, et c'est super Ah, passionnant parce qu'en fait, il y a ouais. comme invité Stéphane Rostin, qui est archéologue et spécialiste de l'Amazonie, et du coup qui fait état des sociétés de cette région avant l'arrivée des colons. Et il y a aussi Franck Lestringant, qui est historien spécialiste de la littérature des voyages à l'époque de la Renaissance. Et du coup, il parle de personnes comme André Tevet ou Jean de Léry, qui sont deux auteurs du XVIe siècle qui ont été en contact avec les Tupinamba. Donc c'est un peu le spécialiste de Ah. cette littérature-là en France. Donc c'est super cool à écouter. 4 épisodes, Donc, c'est ça? non, c'est Ah, qu'un seul épisode. épisode Après, 1 sur 4. Ah, ça doit être. Mais je pense que c'est une série sur le Brésil, je Oui, pense. ça c'est doit être ça, exactement ouais. ça. C'est exactement ça. Voilà, moi j'écoutais que celui-là qui m'intéressait le plus. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'écouter ça. Les échanges sont très intéressants. Ça permet de recouper des sources historiques et archéologiques, puisqu'on a un historien et un archéologue, d'approfondir des sujets dont je vous avais déjà parlé, donc on a mentionné, donc ça permet un peu d'approfondir. Bon, le podcast il dure quand même une petite heure, mais ça offre un aperçu assez complet et à jour surtout de nos connaissances actuelles sur les cultures amazoniennes. Et aussi ça revient sur pas mal d'idées reçues sur des peuples qui ont longtemps été considérés comme des sauvages. Voilà, juste un dernier mot, c'est passionnant. Écoutez. Mais ça a l'air. Ah, Merci de la recommandation. Autre chose, autre sujet, hein, parce que voilà, je continue sans transition. et sans transition, on se retrouve tout de suite pour un nouveau sujet. C'est un peu ça, mais en ce moment, j'ai l'impression de faire plusieurs chroniques en une, hein. C'est c'est ma nouvelle C'est un mon nouveau nouveau format. rythme, c'est clair. Depuis le 16 décembre 2022, donc c'est à peu près l'époque où j'avais prévu cette chronique, mais bon, on l'a fait qu'en avril 2023, pas très grave. Les Nations Unies ont consacré la décennie 2022-2032 aux langues autochtones, en vue de pouvoir les Oh. préserver, de les revitaliser et d'en faire la promotion, puisque en fait, la plupart des langues autochtones sont menacées de disparition à l'heure actuelle.
Donc non seulement l'extinction de ces langues mettrait en péril des cultures et des systèmes de savoir auxquels elles appartiennent, mais ça engendrerait aussi un appauvrissement de la diversité culturelle sous toutes ses formes, qui porterait ainsi atteinte au patrimoine commun de l'humanité. Donc c'est pour ça que les Nations Unies et l'UNESCO s'en sont emparés. Ok. Donc il y a une convention sur la protection et la promotion de la diversité et des expressions culturelles, donc qui constitue un levier important pour des actions politiques et des mesures nationales qui sont destinées à promouvoir les langues autochtones. Et tout ceci est essentiel au respect des droits culturels et des peuples autochtones. Donc voilà, je pense qu'il y a des groupes de travail, des choses comme ça qui se sont mis en place. Et au niveau national, surtout en Amérique ou dans des endroits qui ont été colonisés, il y a pas mal de choses de mesures qui vont être prises. Et dans ce cadre, moi, j'avais envie de vous partager un site internet qui représente une sorte d'initiative un peu unique depuis quelques années. Il s'agit du site native-land.ca, mettre le lien ici, et qui représente une map monde, un peu comme Google Maps, des langues et cultures autochtones à travers notre planète. Donc Trop c'est bien. Ok. un site collaboratif, un peu comme Wikipédia, donc chacun peut apporter un peu sa pierre à l'édifice. Ça a été créé par une association qui est basée à Vancouver, et son objectif est à viser à la fois pédagogique et de médiation. Donc chaque peuple, chaque langue, chaque culture renvoie à des textes qui sont sourcés et qui permettent à chaque fois d'en apprendre plus sur chacune de ces cultures. Ah, Donc mais c'est c'est trop bien. super, super cool. Il y Mais a une grave. appli aussi qui existe, je l'ai sur mon téléphone. Comme ça permet de voir un peu n'importe quand, si on a un petit doute sur qui habitait où, qui habite où actuellement. Un petit peu choqué de voir que le breton n'est pas là. Mais, je pense Mais qu'il va être arrivé bientôt. les Bretons finiront par le rajouter, je pense, à mon avis. Mais n'hésitez pas, hein, Avec franchement, des sources, des choses comme ça, chacun peut participer. C'est trop, trop trop bien. bien. Ouais, je trouve que l'aspect visuel, en fait, il est très très fort, très Mais puissant. oui, grave, grave. Cette fait- espèce de map monde qu'on peut manipuler. On voit que c'est une initiative un peu des natifs américains, plutôt non, parce que c'est vraiment surtout là-bas que c'est rempli. Bah, c'est une initiative qui est politique, ouais, tout à fait, tout à Ouais. fait. Pour répondre à des questionnements qui sont actuellement Il y en en a cours de tellement. traitement Oui. depuis des dizaines d'années. Et du coup, ouais, ça permet d'un seul coup d'œil de se rendre compte toute la diversité culturelle et linguistique d'un territoire. Donc en l'état, c'est toujours un peu incomplet, c'est toujours du work in progress. Et les territoires qui sont représentés, donc en fonction des sources utilisées, peuvent représenter soit des zones qui sont occupées actuellement, soit des zones historiques. Mais petit à petit, en fait, le site s'enrichit et du coup, les infos s'affinent. Et je suppose que ça peut aussi être, quand ce sera genre plus fini, ça peut être vachement utile pour les gens qui étudient justement l'origine des langues, non, j'imagine? Genre Ouais, les ouais, ouais. Alors, archéolinguistes, je sais pas comment ils s'appellent comme ça. en fait, ça va plus être les linguistes qui vont apporter Oui, cette map qui, elle, a une visée plus pédagogique ouais. derrière, pas vraiment un truc de recherche. En fait, c'est un peu comme Wikipédia, quoi. Ça permet de Mm. centraliser pas mal de choses. Donc oui, après, n'importe qui peut s'y référer. Mais en l'état, ouais, je vous conseille quand même de consulter à chaque fois les sources qui sont utilisées pour en savoir plus. Donc ouais, je trouve que c'est très très parlant parce que ça permet d'interroger un peu notre vision contemporaine du monde et aussi des frontières, hein, parce que les frontières nationales correspondent au final pas vraiment, voire pas du tout aux peuples locaux. Et ça permet aussi de se rendre compte que les peuples autochtones, ce ne sont pas des monocultures, mais bien une mosaïque qui est extrêmement diversifiée. Je prends pour exemple, quand vous allez sur l'Australie, moi je Ouais. connaissais que juste les aborigènes d'Australie. Et Mm. Waouh! Ouais, voilà, l'Australie, c'est incroyable, hein. c'est juste incroyable. Donc ça permet de bien remettre un peu les choses en place. Et voilà, je pense que c'est une bonne opportunité aussi quand il y a souvent des gens qui vantent la culture native américaine ou quoi, de sortir l'appli ou d'aller sur le site, de demander, ouais, précise un peu, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et comme ça peut permettre de faire un peu de pédagogie à côté. Par contre, du coup, quand tu peux pas, t'as pas d'article sur les langues ou les territoires en question, parce que quand je clique dessus, ça fait. Ça, Ouais. à gauche, tu as marqué contacter les nations locales pour vérifier. Et tu Ouais, as un petit nom en bleu, tu cliques dessus et ça t'amène sur Ah! la page du c'est truc. ça. Ah, trop bien, ok, cool. J'avais pas compris. Et là, tu as différents sites, voilà, t'as les sources. Ouais, Ok, c'est c'est super, super chouette. super On bien. peut passer des heures à Bah chercher. oui, bah. C'est passionnant. Bah, merci beaucoup pour ça. Ouais, c'est vraiment un outil que je voulais vous partager. Et donc, ouais, je profite vraiment de cette fenêtre qu'offre le podcast pour le faire connaître un peu plus. Parce que je trouve que c'est. Enfin, je suis tombé dessus par hasard en vrai. J'ai jamais vu personne l'utiliser. Et alors que c'est super, super riche. En plus, je trouve que la map monde est vachement agréable à. Juste, je m'amuse à tourner, je la trouve vachement fluide et. C'est clair. Ouais, C'est elle agréable. est super bien. C'est rare quand j'ai l'occasion à chaque fois d'aller voir au niveau du pôle Nord pour voir toutes les îles et tout, mais en vrai, c'est tellement bien. Là, tu vois toutes les petites îles là, où il y a des. Putain, mais. En fait, des endroits qu'on a oubliés, en fait. Vraiment complètement oubliés. Toutes les archipels des îles entre l'Alaska et la Sibérie, là, qui forment une sorte de banane au sud du détroit.
trop bien. Les alley-outs, ouais. Donc voilà. Et dernière chose dont je voulais vous parler aussi. En fait, il faut savoir Ouais. que je lis assez peu de romans, surtout enfin de romans de fiction ou quoi. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de lire un bouquin qui s'appelle Soleil noir entre ciel et terre. Donc c'est un roman de fantasy qui est vachement cool parce que c'est écrit par une autrice qui s'appelle Rebecca Ron Horse, qui est d'origine native américaine et qui a travaillé pour Disney. Je crois qu'elle a fait des comics pour Marvel, elle a fait des romans Star Wars aussi. Et là, en fait, elle développe un univers, donc c'est un premier roman d'une trilogie, dans un univers précolombien, en fait, fantastique, donc avec de la magie et tout ça, des créatures. Et ça se passe dans voilà, c'est inspiré de culture précolombienne. Donc moi, j'ai lu que le premier bouquin pour l'instant, qui est sorti en français en début d'année, alors que enfin, je l'ai lu en anglais, donc j'aurais pu attendre un petit peu. Je vais attaquer le second tome aussi, et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous voulez, je vous lis le synopsis, Bah, la avec plaisir. quatrième de couverture. Dans la ville sainte de Tova, le solstice d'hiver est un jour de fête et de renouveau, mais cette année, il coïncide avec une éclipse solaire, un événement rare que le prêtre du soleil considère comme un déséquilibre du monde. Parti d'une cité lointaine, un navire doit arriver à Tova pour le solstice. Sa capitaine, Shiala, est une tech en disgrâce, donc c'est son peuple, dont le chant apaise la mer aussi sûrement qu'il peut faire perdre la tête à un homme. Elle transporte à son bord un unique passager, Serapio, un jeune homme aveugle, couvert de cicatrices et drapé dans le manteau de la destinée. Or, Shiala ne sait que trop bien qu'un homme apparemment inoffensif s'avère souvent être un ennemi. Donc cette quatrième de couverture, elle ne nous apprend pas vraiment grand-chose sur ce qui se passe dans ce roman. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que c'est un roman choral, donc au lieu de suivre que 2 personnages, en fait, on va en suivre 6 ou 7. Chaque fois, on va être dans la tête de chacun de ces persos, qui ont souvent des buts et des objectifs opposés. Il y a un côté un peu dramatique, parce qu'en fait, toute l'action se passe, mis à part quelques flashbacks, en une trentaine de jours, je crois, où en fait, on va aboutir à un événement qui va avoir lieu le jour du solstice, où il y aura une éclipse. Et en fait, il y a une énorme tension qui va monter en crescendo tout au long du livre. On sait petit à petit ce qui va arriver. C'est pas très cool. Surtout que voilà, on va avoir des personnages qui œuvrent pour des causes opposées. Enfin, je trouve ça très intéressant. Je vous recommande cette lecture. Eh ben, merci beaucoup. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, c'était très court. Je suis Ah très oui, nul en chronique littéraire, donc voilà, j'ai improvisé. en gros, lisons et on verra bien. C'est ça. Non, en tout cas, c'est vraiment là où j'en reviens pas, c'est le site Native Land Digital. Il est monstrueusement. Je suis en train de me perdre dessus. Hein, Ah bah, Oui, c'est non, mais moi j'ai fermé le- la page, sinon j'aurais fait que ça. Et Nicolas aurait parlé dans le vent. Ça, c'est pas agréable, quoi. Non, c'est clair. Non, mais c'est ouf. Enfin, merci beaucoup pour toutes tes suggestions que tu nous as pardon, données aujourd'hui, Nico. C'était très chouette. Et chères auditrices, auditeurs, et je vous invite à aller voir tout ça. Je pense que c'est plus intéressant de se perdre sur nativeland.ca plutôt que sur TikTok, par exemple. Donc Exactement, allez-y, C'est vrai. faites ça chez vous et voilà conseil. quoi. Sur ce, on peut remonter le temps. Là, je fais tourner la terre là sur Ah Internet. ouais. Pareil. Ouah, Très vite dans le sens ouah. anti-horaire et C'est ça, exactement. On remonte et on arrive, je pense, au Pléistocène supérieur. C'est bien ça? inférieur, moyen, Pléistocène tout Ah, court. Pléistocène tout court. Ok. Voilà. Et tu peux même t'arrêter aux Amériques. Voilà, on va Ah, parler de la faune paléo-américaine, je sais pas si on peut le dire ça comme ça. ok, Voilà, ouais, je pense qu'on la peut, ouais. faune d'Amérique au Pléistocène. Donc très simplement que beaucoup de ces animaux, bah voilà, vous les connaissez pas. C'est pour ça que je dis que ça va être difficile parce que nous on les connaît pas. Il y en a qui ressemblent à ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin ce qu'on a connu, hein, et que toi Marc tu connais un peu puisque Ouais. Parce que c'est tu es notre copain. travail. Que je suis un peu dans le milieu, quoi, dans le Voilà, game. il connaît un petit peu. Bon, et après il y a aussi quelques classiques qui sont rentrés dans la culture populaire, mais voilà. Alors bon, je mets des points, mais bon, hein, on est gentil, hein, ça vaut rien, vous gagnez rien à la fin. À On moins que vous gagne voulez qu'on parie quelque chose. Ah, Allez. qu'est-ce qu'on pourrait Non. parier? On parie la place de Clément dans le prochain jeu de rôle. Oh, tout de suite. C'est trop triste. Non, mais on va rien parier. Hein. Non, on va rien parier du tout. Au niveau des points, bah, si vous me trouvez le nom de l'animal basique, je sais pas, genre oiseau, hein, vous me dites genre hibou, vous gagnez un point. Je dis ça parce Ok. qu'il n'y a pas d'oiseau, hein, dans le quiz, comme ça vous êtes sûr. Ok. Je prends un exemple qui ne Ok. vous influence Ah, pas. pourtant, Et je crois par contre, qu'il y si avait vous me donnez... il y Oui. a des oiseaux qui ont disparu. Ah, c'est peut-être pas au Pléistocène, mais je crois qu'il y a eu des sortes de hiboux géants qui volaient Ah, pas. à mon avis, Ouais, ça doit se trouver. J'ai ouais, pas cherché de hibou géant, mais je suis sûr qu'on peut en trouver. Hibou géant qui vole bas. qui volent pas. Ouais, Qui il me vole semble. pas. Ouais, je crois qu'il y Qui a des vole trucs comme ça pas. dans les Bahamas ou quelque chose comme ça. Il me semble. Le hibou géant invisible depuis 150 ans a été observé à
L'état sauvage pour la première fois depuis un siècle et demi. Ah putain, c'est l'Ornimegalonyx. Oh, rien que le nom. Mais Waouh! C'est un hibou géant qui pouvait mesurer jusqu'à 1 mètre 1 mètre, Ah oui. 1 pardon, de hauteur et qui vivait à Cuba. Voilà, c'est ça. Incroyable! Oh, incroyable. Ouais. Bon, bah voilà, celui-ci n'est pas dans le quiz. Hein, du coup. Celui-ci n'est pas dans le quiz du coup, OK, Mais très par bien. contre, par exemple, si quelqu'un m'avait, pendant que je faisais ma petite description sans donner le nom latin, bah, tu vous gagnez Waouh. 3 points. Voilà. Ah ouais, Vous mais on allez gagne gagner en 3 fait. points direct. Si on Voilà, connaît vous le nom gagnez. latin. Voilà, si vous trouvez le nom latin, C'est comme le vif d'or d'Harry Potter, ils peuvent c'est jouer, ça, on c'est s'en le fout. nom latin complet. Alors, OK, allez, alors non, vas-y, mais balance. maintenant, il faut la musique d'ambiance, question pour un champion. Tu veux une musique d'ambiance qui Non, pour non. un champion? Ça peut se trouver, hein. Oh, il faut Ça trop peut la se trouver, jouer. mais après, on aura des problèmes de droit d'auteur, Marc. Ouah, on en a déjà, t'inquiète pas. Ah non, on va faire ça. On est trop petits pour avoir des problèmes, ça va. C'est clair. Voilà, et David contre Goliath. Ah, Alors, bon, allez, premier, on va faire plus facile, du plus facile au plus difficile, je pense. OK, ça marche. Ok, je suis Alors, Je veux dire, si on réussit pas au premier, c'est qu'on est vraiment dans la merde, quoi. ouais, j'ai vraiment la- Non, mais en fait, après, ça va se finir en chronique sur les animaux, hein, finalement. C'est ça. Alors, je suis un grand prédateur. Je suis parmi les plus Hop, le grands tigre à dents de prédateurs. sabre. Allez, bon, ça fait un point pour Marc. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Spilodon. Marc? Allez, on va mettre un petit point pour Marco. Waouh. Bah, je vais quand même finir. la Vas-y, question. termine. Comme ça, vous aurez des infos dessus, c'est ça qui est J'ai intéressant vraiment aussi. l'impression d'être la question pour un champion. T'as juste le début de la question. Je suis. Oui, donc voilà, le fameux tigre à dents de sable, le smilodon, alors divisé en 3 espèces différentes, puisque smilodon, c'est le nom du genre latin. Alors vous aviez le plus gros smilodon populator en Amérique du Sud. Voilà, lui était plus gros que son congénère du Nord, smilodon fatalis. J'adore ce nom latin. La classe. Fatalis parce que je pense que tu le croises, ton destin est scellé. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est Et ça. il y en a un troisième qui est très très méconnu, c'est le gracilis, qui comme son nom l'indique est très gracile, il faisait à peine 100 kilos, et lui il a disparu il y a 500 000 ans. Donc Ok. le fatalis et le populator, ils ont disparu à la fin du Pléistocène il y a 10 000 ans, sûrement par les Homo sapiens qui sont arrivés, hein, qui ont commencé à chasser un petit peu la mégafaune qui était leur proie principale. Et puis ils ont disparu. Alors le Smilodon fatalis en Amérique du Nord, il faisait en moyenne 300 kilos, qui est déjà plus grand qu'un lion d'Afrique. Et le Énorme. Smilodon, donc populator 500 kilos en Amérique du Sud. Lui était plus gros parce qu'il avait moins de concurrence en termes de grands félins en Amérique du Sud. Voilà. Donc je vais mettre voilà, une petite photo de le squelette de Smilodon. C'est le plus gros populator à Paris. C'est celui- Oh, à Paris. Au muséum. Ouais, au Muséum de Paris. Alors Une je pense grosse qu'il dent, doit quand être même. composite en grande partie, mais voilà. Il doit être Ok. bien complet. Alors, on va rester chez les prédateurs, parce que bah, vous doutez bien, c'est pas le seul. Donc je fais environ 1m62 jusqu'à 3m10 de longueur. Hein, donc 3m10 de longueur maximum de la tête à la queue, soit Hop, 25... un grizzly? Ah non. Est-ce que c'est un ursidé? Non, ce n'est pas un Oh ursidé. merde. Je fais partie de ce qu'on peut appeler un grand félin également. Je suis environ 25% plus grand que le lion actuel d'Afrique. Mon Bah, poids le avoisine hop, le celui lion des qui- cavernes? Ah non, ce n'est pas un lion des cavernes. Mais tu chauffes. Tu chauffes. Du genre Panthera. Je pèse environ 500 kilos. J'ai disparu il y a 11 000 ans en Amérique du Nord, concurrent direct à la chasse du smilodon et des êtres humains. Top, un jaguar des cavernes? Un Non, tu lynx donnes des ta cavernes. langue, tu donnes ta langue au chat des cavernes. Non, je suis le lion d'Amérique, donc je ne suis pas un lion des cavernes. Ah Panthera putain, mais atrox. je savais pas que ça existait les lions. C'est pas les pumas qu'on appelle les lions d'Amérique, je crois. Non, c'est le Panthera atrox, donc un genre de grand félin d'Amérique qui a disparu. D'accord, ok. Je vous... Oh, il a Oh, l'air trop beau. mignon. Voilà, Panthera C'est atrox. un lion des C'est, cavernes américain, quoi, en fait. Ouais, mais sauf qu'il vit pas dans les cavernes. Il est plus gros. Il est plus gros que le lion des cavernes. Ouais, il est plus gros que le lion des cavernes. Ok. Panthera atrox, pareil, le nom atrox, je pense que si on cherche une étymologie... Ouais, ça doit être atroce, je suppose. Alors, bon, on est toujours à 1-0. On va passer à quelque chose de moins dangereux directement. Je suis un herbivore, je suis un grand herbivore qui peut faire environ 4 mètres de hauteur au garrot, avec un poids qui peut dépasser les 10 tonnes. J'ai des dents assez grandes qui peuvent parfois faire plus de 4 mètres de Hop. longueur. Le mammouth. Le mammouth, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce mammouth, C'est Marc? le mammouth américain, je suppose, dont tu parles, parce que t'es plus centré sur l'Amérique. Ouais, Donc je dirais c'est un comprends. mammouth encore plus grand que le mammouth européen, avec pas beaucoup de poils. Voilà, c'est ça. C'est le mammouth de Colomb.
Voilà, Ah de voilà, c'est le Colomb. mammouth de Colombe. Putain, Mammutus merde. columbi. Columbus. Ok. Voilà, Mammutus columbi, il a vécu en Amérique du Nord, hein, jusqu'à il y a environ 10 000 ans. Il vivait plus au sud que le mammouth laineux qui, lui, avait migré jusqu'au Canada. Et le mammouth de Colomb a vécu en Californie, Floride et au niveau des Grands Lacs. Dingue. J'ai une photo du mammouth de Colomb. Et donc la Alors, différence entre le mammouth laineux et celui-là, c'est genre les moins de poils, c'est ça? Et la taille aussi. ouais, La la taille. taille, il est plus grand. Il a pas forcément il a pas forcément des poils. Et je pense que lui, il fallait pas trop l'embêter. Alors j'aime bien cette photo parce qu'ils ont Waouh, essayé de la mettre vache. un petit Homo sapiens en bas. Ah oui. La tronche qu'ils lui ont fait, C'est trop bien. il me fait extrêmement rire. Mais ouais, en termes de taille, on est sur quelque chose de Très très plutôt grand. balèze. Ouais. Gigantesque. Alors, restons chez les grands herbivores, souvent confondus avec le mammouth. Justement, je suis un genre de grand herbivore qui peut faire entre 2 et 3 mètres de hauteur. J'ai disparu il y a environ 10 000 ans et je suis très méconnu. Du coup, je n'ai pas beaucoup d'infos. Mais je Euh, ressemble au proboscidien. Mon nom de latin, je vous le donne, est Mammut et pas Mammutus, donc à ne pas confondre avec le genre mammouth. ok, donc c'est pas un mammouth. Ce n'est pas un mammouth. J'ai des poils également pour vivre dans les grands nord. On est En en fait, Amérique? ouais, toujours Amérique du Ok, Nord. d'accord, ok. Un glyphodon? Ah non, mais Qu'est-ce non, bah que je vous le donne, hein, c'est le mastodonte en fait. Il y a vraiment un genre Il y qui a un- s'appelle mastodonte. D'accord. Ok, Il y a vraiment un le animal qui s'appelle le mastodonte, hein, mastodonte. qui a justement donné le nom qu'on connaît aujourd'hui, hein, aux gros animaux. Ah non, c'est le D'accord. Ah ouais, mastodonte. c'est un éléphant géant en fait. Ouais, Waouh, c'est dingue. exactement. Je Et c'est connaissais pas pas. du même Mammut, genre que. Ok, mais c'est un non, cousin quand même. C'est bah vachement un mammouth. ouais, C'est vachement un mammouth. il fait Ouais. partie de l'ordre des proboscidiens, quoi. Donc Ok, ouais. Ok. il s'est séparé il y a plus longtemps enfin, D'accord. à un moment différent des éléphants. Trop Moi, il est classe. trop Voilà. mignon. Mammut americanum. C'est vrai que c'est très mignon, hein, toute cette famille d'animaux. Ouais, Ouais. Ah oui, il a pas la petite bosse sur la tête par rapport au Non, mammouth. lui, il a pas de bosse Oh, sur la tête. Il ressemble un peu à un dimétrodon, c'est ça? Non, Dimétrodon, ça c'est le reptile mammalien Ah non, merde, je me suis gouré. confond Il ressemble avec un peu à le l'éléphant avec les dents incurvées là. ouais, oui, je vois. Attends, il s'appelle Comment il le s'appelle lui déjà? je l'ai, Dinotherium, quelque chose comme ça, je crois. Dinotherium, ouais, peut-être, ouais, Ouais, effectivement. c'est ça, je regarde rapidement. Ouais, c'est ça, c'est le Dinotherium. Oui, je crois qu'on est à peu près aussi Dans le même délire un peu. dans le même délire, ouais, avec les défenses qui Ouais, sont il a un plus peu la basses. même gueule, mais sauf qu'il a les défenses vers le bas. Ok, C'est vrai qu'il est un stylé. peu moche et il est trop excellent. intéressant. Alors, bon, on en a déjà fait 3. Marc, tu as 2 points. Je vous dis les Yes. points, c'est en vrai, ça joue. Ne mettez pas la pression, hein, c'est vraiment parce que faut toujours des points dans un quiz. Mais allez, on va retourner du côté des prédateurs. Je suis le plus grand prédateur terrestre d'Amérique de ces 20 derniers milliers d'années. J'ai disparu à la fin de l'ère glaciaire. Je suis capable de tuer des élans ou des bisons. Au garrot, je peux mesurer plus What? d'1,80 m et 3,50 m debout. Le plus gros spécimen recensé actuellement avec les calculs mathématiques faisait 957 kilos. Un ours, ça. Oh, un point pour Nicolas. C'est Waouh! gentil. Est-ce qu'on peut Ah m'en putain, dire j'ai plus? pas osé dire l'ours, merde. Nord, prédateur, tuer des élans, Voilà. ours. Bah, Alors, je suis même plus précisément Arctodus simus, l'ours à face courte. ah ouais? L'ours à face courte, donc voilà, imaginez un gros nounours d'1,80 m au garrot. Oh. Waouh. Waouh. Ah oui, il Voilà, a une face très courte, effectivement. voilà. Arctodus simus. Alors pour l'instant, hein, c'est le plus grand ours recensé de mémoire, parce que tous les autres, on n'est pas sûr. Hein, parce qu'il y a il y a des ours européens, l'ours des steppes, ils sont encore plus gros. Mais lui, il fait beaucoup débat, les fossiles sont pas encore validés, mais voilà, Ah, il a Arctodus des simus. énormes pattes Ah, mais alors lui, Ouais, par j'ai rapport l'impression qu'il a au des grandes jambes, tu vois, il a par des grandes jambes ouais, par rapport à son en corps, fait, c'est voilà, très bizarre. en termes de longueur de corps, il est comme l'ours des cavernes, mais en fait, il a des grosses pattes, il a des grandes D'énormes pattes. papates, quoi. Et du coup, ça fait qu'au garrot, ben, il le surpasse. Il fait flipper un OK. peu. Ouais, Ouais. il a pas l'air sympa. On n'a pas envie de le croiser, celui-ci. Non, du tout. Alors, on va repasser à un animal qui, voilà, on n'est plus sur le prédateur. Je suis un grand herbivore d'Amérique du Sud, mais j'ai aussi vécu en Paresseux Amérique du géant. Nord. Oh, le paresseux géant! Voilà. Oh putain, moi Deux j'attendais là. partout. C'est le Oh là seul que là, j'en il ai, égalise. Alors, est-ce que tu peux me donner le nom latin pour un petit Ah, point pas du bonus? tout. Pas du Pas tout. du Megatherium americanum, ça veut littéralement dire la grande bête d'Amérique. Waouh. Voilà. Grande 6 mètres de long, 4 tonnes, présent au sud et au nord. Il a des griffes qui peuvent dépasser les 30 cm de long. Voilà, le grand paresseux. En fait, Megatherium, c'est un genre et il y a plein de sous-espèces. Et le plus D'accord. grand, c'est la grande bête d'Amérique. Megatherium americanum. Dans ce machin-là, attends, il y a une photo justement dans un musée, elle est assez connue, avec un bonhomme justement qui. Et à côté. Bah, c'est à Paris. C'est au Muséum de Paris. Oh.
Ah oui, il y a un bonhomme aussi à côté, effectivement. C'est bien Waouh, mais c'est pour l'échelle à énorme. chaque fois, de Pour mettre des l'échelle, petits ouais. Homo sapiens. C'est Un monstrueusement petit gros. sapiens à côté. Et ouais, le paresseux géant. Pareil, je pense que alors nous, on voudrait pas le croiser, mais il faut croire que nos ancêtres, hein, eux, ça les a pas gênés parce que bon, bah, on les a Ah, mais anéantis, quoi. buté. On les a anéantis. Ah oui, Ils il a vivaient aussi disparu en à cause Amérique de du l'homme? Nord, hein, ouais. C'est dingue. On a réussi à faire disparaître cette chose. Alors, il nous en reste pas beaucoup, hein. Je crois qu'il m'en reste 3 à vous donner. Hop. On va en faire un qui est un petit peu difficile. Je garde deux qu'on pourrait connaître pour la fin. Alors, cet animal-là est un animal pareil qui a disparu il y a environ 12 000 ans. Il fait partie de la mégafaune nord-américaine. C'est un animal qui est assez proche du Le tatou. castor géant. Non, What? Ça on existe un est castor proche géant? du tatou. On est Ah proche merde, du bah le tatou. glyphodon alors. Alors, Ah! c'est Glyptotherium. Je t'accorde le point parce que je pense que tu sais de quoi tu Oui, c'est qu'est-ce c'est que tu l'espèce de imagines. C'est un tortue animal chelou qui a une dans l'âge de carapace. glace. Avec une carapace. Exactement. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est l'animal qui a une carapace dans l'âge de glace, le Glyptotherium. Ah ouais, c'est vraiment un tatou, mais genre gigantesque. Ouais, il est Voilà. trop chou. Il est vraiment bizarre. Ça doit faire oui, ça doit faire trop bizarre de voir ça. Et ce truc-là fait partie de la mégafaune. Donc, Apparemment, très il peut facile. mesurer, il peut aller jusqu'à 1400 kilos quand même. Hein. Ouf. Ah ouais. 3 mètres de long. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez balèze. Alors, ensuite, on va repasser à un prédateur. Je suis un prédateur qui pesait environ 60 à 70 kilos. Je suis issu d'une lignée d'animaux qu'on connaît aujourd'hui qui peuplent la Sibérie, mais moi j'ai habité en Amérique du Nord. Et Hop, un à Londres. tigre. Non, on n'est pas sur le tigre. Je me suis séparé de mes cousins d'aujourd'hui il y a environ 5,7 millions d'années. J'ai disparu il y a environ 10 000 ans. Je Ah suis top, plus le grand. loup géant. Oh, allez, je t'accorde un point pour le loup, mais géant, c'est pas le nom. En anglais, c'est direwolf, je crois. Direwolf. C'est Canis dirus, littéralement le loup sinistre. Ouais, c'est ça. Et en anglais, Voilà. je crois que c'est Ouais, c'est c'est grâce à clair, Game mais of Thrones. C'est grâce à Game c'est of Thrones ça, que ouais, c'est Voilà, clair. ça, en fait, voilà, imaginez-vous vraiment en termes de taille, le Canis dirus, direwolf ouais. Donc c'est un loup de 70 kilos qui C'est la classe. faisait son bon mètre 10 de hauteur. Et en français, c'est super classe, loup sinistre. Loup loup sinistre, sinistre. c'est beaucoup plus stylé, ouais. Sinistros. Moi, ça me fait penser à Sinistros. Ouais, carrément, c'est Ouais, vrai. carrément. De ouf. Je pense que c'est de là qu'il est inspiré. C'est un loup qui est pas très connu finalement. Enfin, on le connaît beaucoup pour je pense, ses inspirations dans la pop culture, mais ouais, tous les loups géants, ils viennent de là. Et en fait, il est génétiquement très loin du loup de Sibérie, puisqu'il s'est séparé il y a presque 6 millions d'années Ouais, Ok. c'est dingue, c'est vraiment une de espèce. génétique. Et justement, j'ai trouvé un dessin d'artiste que je trouvais sympa. Parce que c'est à dire qu'il a côtoyé le Smilodon, et il y a un artiste qui a Qui a fait un fight entre un qui a Smilodon fait et un un... fight justement sur une proie. Alors là, on va retrouver du coup 3 des animaux qu'on a Ah. évoqués. Le Smilodon, le loup sinistre, il y en a 2. Et je crois que c'est un bébé mastodonte, On dirait un la bébé, proie. on dirait un mastodonte, ouais. Oh, le Ouais, pauvre. c'est un bébé mastodonte. Parce que justement, Le justement- tyrannosaure sabre est 2 fois plus gros que le loup, non? ah ben le tigre sabre, il fait 500 kilos, le Smilodon de l'Amérique du Nord. Donc 500 kilos, c'est énorme. Et justement, en fait, ils ont retrouvé au Texas tout un site, justement archéo et paléonto, où il y avait des bébés mastodontes qui ont été tués par des tigres sabre. Et le dernier, je suis un herbivore, je suis un animal normalement pacifique, qui fait environ 2,5 mètres de haut. J'ai disparu il y a 12 000 ans. J'ai une queue qui ressemble à celle du rat musqué, mais j'ai des grandes incisives qui me permettent de manger des fruits. Bah, j'aurais des petits animaux. le castor géant, toujours? Je sais pas. Voilà, le castor géant. Ok. Tu as le droit à tes 2 points. Tu as le droit à 1 point ou 2, je sais plus. Merci. Voilà, le castor géant Ah du ouais, mais c'est- Nebraska. Voilà. Oh là là, mais c'est quoi cette créature? Castor géant, imagine. Castor de plus de 2,5 2 mètres. mètres. C'est dingue. Sur ses pattes arrière, et il a pas une queue plate, il a une queue comme un rat musqué. D'accord. Et lui, on pense qu'il n'a pas forcément été tué par les Homo sapiens, mais plus par en fait vraiment le climat qui a changé, parce que lui, il faisait apparemment, d'après l'on l'a retrouvé, il faisait pas de barrage comme le castor. Donc en fait, les changements climatiques l'ont beaucoup plus affecté que son petit cousin. Son petit cousin. Et Ok. donc il a disparu. Waouh. C'est C'est dingue. l'Amérique du Nord, c'était quelque chose quand même. Ah oui, je il y a pense 15 000 ans. voilà, l'Amérique du Nord. Et parce que tous les animaux dont je vous ai parlé ont disparu à la fin de l'ère glaciaire. Donc Et ils ouais. sont tous côtoyés, ils ont côtoyé nos ancêtres. Voilà. Donc c'était pas la joie. Je pense qu'il fallait le mettre en Europe, bizarrement. Ouais, c'est ça, parce que finalement, l'Europe, c'était moins chelou, quoi, peut-être. Voilà. Et là, vraiment, je me suis contenté que de 9 espèces, mais je pense que si on fait des recherches, il n'y a pas beaucoup de documentation, j'ai remarqué. En tout cas, pas facile d'accès, faudrait fouiller vraiment. Mais ouais, la faune américaine, c'est quelque chose. Donc voilà, bon, si vous voulez les points, 5 points pour Marc et 2 points pour Nicolas. Mais et franchement, pas mal. Et c'est vrai que j'ai pas du tout regardé les oiseaux, mais je pense qu'il doit y avoir des rapaces géants.
Ah, mais il doit y L'Amérique avoir des du trucs, Nord. je Tout est, pense, tout est ouais. géant en fait à l'époque. C'est ça. Tout est Ah, bah, géant. tu rajoutes un nom d'animaux normal et tu rajoutes géant à côté. Géant. Et hop, tu crées une créature. Non, mais vraiment, les noms de genre, d'espèces en latin, elles sont vraiment incroyables, hein. Ouais, c'est les noms qui font peur Vraiment, aussi. le En fait, il suffit de ouais, prendre le nom d'une espèce normale. Genre, tu fais le blaireau sinistre, ce sera Meles sinistros, tu vois, un truc comme ça, quoi. C'est un blaireau exactement. de 3 mètres de haut. Il faudrait faire un Ah ouais, bestiaire comme ça de créatures qui n'ont jamais existé, mais qui Existait. sont un peu crédibles quand même, tu vois, Ah qui oui, un pourraient vrai voilà. ou faux Mais des oui, Ouais, c'est créatures. clair, c'est trop bien. en se Ça sera basant fait, sur chers des vraies auditrices et choses. auditeurs. Non, mais voilà, je trouve ça mais quand même mon préféré reste le Fatalis, hein, Smilodon Fatalis qui juste le Ouais. nom, tu vois, ça fait vraiment penser que ton destin, il se termine quand tu le croises. Bah, quand tu le croises, ouais. Voilà. C'est C'est dingue. Et dingue. c'était pas le plus gros. Donc voilà. Ah, mais c'était Voilà, plutôt voilà, cool. voilà. C'était ce petit quiz. En même temps, culture G pour les animaux de l'Amérique du Nord qui sont trop méconnus en Europe, mais je pense que même en Amérique du Nord, ils les connaissent pas. C'est Finalement. même carrément Pas possible. faux. Et c'est Ah, justement en merci. faisant ces Ouais. petites recherches que je me rends compte que l'âge de glace est très correct, finalement, Ouais, sur l'âge de glace, c'est certaines. assez correct, hein. C'est pour ça que j'ai retenu le glyptodon, là. Ouais, C'est grâce à l'âge de glace, hein. c'est grâce à l'âge de glace. Il y en a d'autres, hein, l'âge de glace, tous les animaux bizarres avec des sortes de trompes, des sortes de cheval avec des trompes. Alors je crois que c'est le toxodon ou ce genre de choses. Présents dans l'âge de glace sont justement des animaux d'Amérique du Nord. Ah oui, effectivement, ouais, Le je m'en souviens. toxodon, je Le crois qu'il y est toxodon. dans l'âge de glace. Ouais, ouais, il est dedans. Donc ouais, l'âge de glace finalement, c'est pas un film qui dit tant de merde que ça. Puis je crois en plus que même dans le 1, c'est le seul où on voit des êtres humains et Oui, et ils sont ils bien habillés et sont tout. bien habillés, ouais, ils sont plutôt Exactement. C'est corrects. chouette. Regardez l'âge de glace, c'est quand même 100 fois mieux que la guerre Voilà. du feu. Et c'est presque triste de dire ça, mais oui, clairement, regardez l'âge de glace au lieu de la guerre du feu. Voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup Clément du coup pour ton petit quiz. Quant à moi, je suis pas venu les mains vides du coup, ça fait un moment que je le promets à Nico, mais j'ai effectivement une chronique avec moi. J'espère qu'elle vous plaira parce que pas n'importe quel sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Tu veux un indice Nico ou pas? Volontiers. Je prends Ouais. l'indice. Tu prends l'indice, c'est quelque chose que t'aimes pas. Ah, le fromage. Ouais. Oh non! Non! Oui. Toi, t'as Oui, deviné chères tout de suite, auditrices et c'est ouf. auditeurs, il faut savoir que ouais, il y a assez peu de choses que j'aime pas dans la vie, mais le fromage fait partie des pires. J'aime pas les et du fromages coup, et les nazis. Ouais, c'est un peu ça. Tu as bien cerné, Clément. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que avant de parler de fromage, je vais vous raconter une légende. Mais pour que la légende soit bien racontée, déjà, elle va être improvisée et surtout, je vais avoir un accent comme ça. Oh, oui. Alors, une légende raconte que, autrefois, dans les plaines du Larzac, un berger avait trouvé refuge dans une grotte. Puis, voyant une belle jeune bergère passer à proximité, il oublia son cahier de brebis et son pain. Quand il revint, bredouille bien évidemment, à la place du cahier, il trouva, eh bien, du roquefort. Car aujourd'hui, on va parler de roquefort. Oh. Alors, C'est une vraie légende. la légende raconte que le roquefort serait né dans une grotte à cause de la négligence d'un berger qui serait parti à la recherche d'une jeune fille et qui aurait oublié son cahier de brebis et son pain. Mais c'est à la fois classe et pas classe du tout. Et pas classe du tout, non. C'est trop bien. C'est trop bizarre. Les légendes de la campagne française. Claire. Qu'est-ce que vous savez du roquefort tous les deux? Est-ce que vous savez des trucs dessus ou pas? Bah, tous les points bleus. Enfin, c'est ça. Non, 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 je confonds. Alors moi aussi j'aurais dit les points bleus, un Ouais, truc mais on le qui sont confond mauvais, souvent qui avec ressemble à le de bleu, la justement. moisissure. C'est les mais je sais pas. champignons, les fromages. qu'il y a Ouais, dedans, en c'est fait, mieux. pour faire du roquefort, il vous faut du lait de brebis. Voilà, déjà c'est pas mal. Ouais. Il vous faut du Penicillium roqueforti, qui est un champignon qui est C'est ça. issu du pain de seigle. D'où la légende du mec qui a oublié son pain à côté de son cahier de brebis, parce qu'en fait, les petits champignons seraient partis du pain pour aller en fait sur le cahier de brebis. Ce qui veut dire qu'en gros, le gars, il est parti chercher une meuf pendant des jours et des jours en fait, hein. Il vous faut aussi une cave bien spécifique composée de fleurines. Alors, si vous vous demandez ce que c'est qu'une fleurine, sachez que ce sont des fissures propres aux cosses avec des températures variant entre 0 et 10 degrés dans l'année, guère plus. Et enfin, il vous faut une dernière chose pour pouvoir faire du roquefort, et c'est peut-être la chose la plus importante. Vous devez installer votre production de roquefort à Roquefort-sur-Soulzon, dans le Larzac. C'est une Ouais, appellation. logique. Exactement, sinon c'est pas du roquefort. Cette appellation elle remonte il y a un sacré paquet de temps. Mais avant de parler de l'histoire du roquefort, ce que je propose c'est que je continue à vous expliquer un petit peu comment on fabrique du roquefort. C'est de l'impro total ce que je fais. Allez, on terminera, on fera l'intro à la fin, c'est pas grave. Maintenant, voyons comment faire du roquefort en 6 étapes, donc disais-je.
La fabrication du roquefort se fait en 6 étapes distinctes. La première, c'est la collecte du lait, donc ça nécessite d'aller chercher du lait chez les brebis. La deuxième, c'est la découpe et le brassage du caillé. En gros, on va créer du caillé de brebis à partir du lait, et ensuite on va le découper en petits dés, en petits cubes, et le lait reçoit la pression pour se transformer en caillé, puis ensuite il est découpé en cubes, et ensuite il est brassé. Puis, troisième étape, il sera moulé à la main, c'est-à-dire que le caillé va être mis dans un moule grâce à une pelle à main. Il faut 2 moules pour faire un fromage. C'est à ce moment-là que le fromage sera saupoudré du fameux Pénicillium roqueforti, sans lequel il ne pourra jamais devenir du roquefort. Ensuite vient la technique de l'égouttage, c'est-à-dire que les fromages vont être retournés 3 à 5 fois par jour à la main une fois de plus. Ensuite, on va saler, c'est-à-dire qu'on va frotter les mains salées, avec des mains salées le pourtour d'une face, puis 3 jours après, on va faire l'autre côté. Et enfin, reste la dernière étape, à savoir l'affinage. On va laisser le champignon se développer dans les caves grâce à l'air frais transmis au travers des fameuses fleurines dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà donc comment on réussit à faire du roquefort. Et sachez que moi je suis bien content que le roquefort existe parce que depuis tout petit je suis un énorme fan du roquefort. Je pourrais m'en enfiler des tartines entières. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un fromage qui pue. C'est Et trop bon. en un sens, je peux pas vous en vouloir, notamment toi, je pense Nico, je pense que si je te fais goûter du roquefort, tu vas t'effondrer, j'imagine. Même le voir, je pense que j'ai un malaise un peu. Puisque effectivement, c'est du fromage avec un vieux champignon moisi dessus. Mais pourtant, cette saveur incroyable, ce goût, j'en ai l'eau à la bouche quand il est crémeux, c'est un truc de dingue le roquefort. Et du coup, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette chronique dessus. Avant de poursuivre, sachez que les sources sur le roquefort sont en réalité très faciles à trouver, puisqu'il suffit d'aller sur le site de Roquefort sur Soulzon. Et là, il y a le descriptif de toutes les caves de roquefort qui existent là-bas et toutes leurs histoires, toute leur production, etc. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, la première question, c'est d'où vient le roquefort ? Eh ben, j'en ai parlé dans l'introduction, le roquefort vient du Larzac. C'est un plateau situé dans le sud de la France, dans l'actuel Aveyron, une région peuplée depuis longtemps. En effet, là-bas, on peut y trouver des Gaulois, Rutènes et Galabes, qui s'y sont installés depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Dès l'Antiquité, Pline l'Ancien mentionne d'ailleurs dans ses textes un fromage frais gaulois qui serait fort goûtu. Il l'appelle, et attention, je vais parler latin, Lesurae Gabalidique Pagi. Plusieurs siècles plus tard, vraiment bien plus tard, ce sera au tour de Grégoire de Tours de parler de fromage Gabal qui aurait été jeté par les Gaulois, d'après lui, dans les eaux d'un lac du mont Elianus, consacré à la lune et consommé ensuite durant des repas servis à l'occasion de ce genre de rituel. Donc en gros, ce qu'on constate, c'est que visiblement le Larzac a quand même la réputation de faire du frometon depuis un sacré bout de temps. Alors est-ce que c'était vraiment déjà du roquefort ? Est-ce qu'il y avait vraiment le principe du Pénicillium roqueforti ? Probablement pas. Mais cette légende antique va se poursuivre, cette fois-ci au Moyen-Âge. En effet, nous sommes à Albi au 9e siècle. Et l'évêque du diocèse d'Albi rencontre Charlemagne et en profite pour lui donner un petit fromage persillé venant tout droit du Larzac. Et l'empereur l'apprécie tout particulièrement. C'est en tout cas ce que raconte un certain Noctaire le Bègue dans son livre La vie de Charlemagne. L'empereur, dans l'un de ses voyages, descendit à l'improviste et sans être attendu chez un évêque. C'était un vendredi. Le prélat n'avait point de poisson, et il n'osait d'ailleurs, à cause de l'abstinence du jour, faire servir de la viande au prince. Il lui présenta donc ce qu'il avait chez lui, de la graisse et du fromage. Charles mangea du fromage, mais prenant les taches du persilier pour de la pourriture, il avait soin auparavant de les enlever avec la pointe de son petit couteau. L'évêque, qui était debout auprès de la table, ainsi que la suite du prince, prit la liberté de lui présenter que ce qu'il jetait là était le meilleur du fromage. Intrigué, Charles goûta donc le persillé. Il trouva que son hôte avait raison, et le chargea même de lui en envoyer à Aix-la-Chapelle 2 caisses de ce même fromage. Celui-ci répondit qu'il était bien dans son pouvoir d'envoyer des fromages, mais qu'il ne l'était pas d'en envoyer de persillé, parce que ce n'est qu'en les ouvrant qu'on peut s'assurer si le marchand n'a point trompé. « Eh bien, dit l'empereur, avant de les faire partir, coupez-le par le milieu, il vous sera aisé de voir s'ils sont tels que je le désire. Vous n'aurez plus ensuite qu'à rapprocher les 2 moitiés en les ajustant avec une cheville de bois, puis vous mettrez le tout en caisse. » Là, on commence déjà un peu plus à s'approcher du roquefort. Vous avez vu le texte un petit peu long, mais assez stylé de la part de ce brave Noctaire le Bègue. Et c'est techniquement parlant une forme de première mention d'un proto-roquefort, et ce dès le 9e siècle. Je trouve ça assez dingue en fait. Mais bon, faut attendre le 11e siècle pour avoir un témoignage écrit. En effet, on a un acte cartulaire de l'abbatiale de Sainte-Foy de Conques
qui fait état en 1060 d'un fromage fabriqué dans les abris des bergers sur le terrain de pâture des brebis à proximité du village de Roquefort. Donc ça y est, là on entre vraiment dans le vif du sujet. Le nom de Roquefort est cité, et ce dès le XIe siècle quand même, c'est pas rien. On va continuer notre bond dans le temps, on va arriver au XVe siècle, et nous sommes en présence du roi Charles VI, qui donne au bourg de Roquefort l'exclusivité de l'affinage, faisant des caves un lieu protégé. On a même la date précise, c'est le 14 juin 1411. Voilà. Je trouve ça assez dingue de se dire que dès le 15e siècle, on a quand même déjà une sorte de presque appellation d'origine contrôlée de la part des fromages de Roquefort. Clair. Comme quoi, c'était assez tôt en fait. D'ailleurs, au fur et à mesure de cette fin du Moyen-Âge, les habitants vont carrément jouir carrément des privilèges, des franchises, des droits d'asile, etc. En 1666, c'est au tour du Parlement de Toulouse de promulguer des sanctions pour les personnes qui tentent d'imiter le fromage en usurpant le nom de Roquefort. Donc ça peut être grave si vous faites du Roquefort pas à Roquefort dès 1666. C'est super tôt que ça Peine rigole de pas mort. avec une C'est appellation. ultra tôt, ça déconne pas. Mais en même temps, le Roquefort c'est incroyable quoi. Donc ça m'étonne Est-ce pas qu'on que les. mais de toute façon, on déconne pas avec le fromage de base. Ouais, non, mais j'ai l'impression que c'est super sérieux là. Si, sérieux, il y a des Comme textes le de vin. loi du 11e siècle. Mais tu vois, je c'est suis même dingue. pas sûr que le vin, ça soit autant contrôlé à l'époque. Non, je pense pas. Je pense pas. Là, c'est vraiment juste que t'as l'impression que les mecs ont pas envie de se faire enfler sur la marchandise, quoi. Ils clair. veulent leur truc qui kiffent et c'est tout. Même Diderot, d'ailleurs, adore le Roquefort, puisqu'en 1742, dans la Grande Encyclopédie, il le qualifie de roi des fromages et il l'appelle aussi le fromage d'Europe. D'ailleurs, sachez que pendant la guerre, ça c'est une anecdote que j'ai trouvée, je trouve ça assez dingue. Le Roquefort s'est fait expédier jusqu'en Amérique du Nord pendant la guerre d'indépendance. Les Français qui étaient là-bas, ils avaient envie de Roquefort et ils se sont fait parvenir des caisses de Roquefort quand même. Waouh. Je trouve ça C'est fou. assez dingue. Bon, ensuite, on va faire un gros bond dans le temps parce qu'en vérité, il se passe pas grand-chose par la suite. On va arriver en 1930. On a la filiale de Roquefort qui s'organise en une confédération pour garantir la qualité et la protection du produit. Ils sont notamment à l'origine du label dit Brebis Rouge pour garantir l'authenticité et l'origine des fromages. Ce label est présent dans 73 pays à des fins de protection. Et enfin, le 26 juillet est promulguée une loi protégeant le nom de Roquefort en 1996. Et du coup, on a aussi la même année l'obtention de l'AOP, donc l'appellation d'origine contrôlée. Alors, sachez qu'aujourd'hui, le Roquefort, c'est 3000 éleveurs de brebis, 8 laiteries, 7 fabricants, 2000 personnes pour faire le Roquefort et 133 collecteurs de lait. Quand même pas mal de monde. Cependant, il n'existe que 7 fabricants de Roquefort dans le monde. Soit donc en fait à Roquefort-sur-Soulzon quand même. On ne peut pas en faire ailleurs. Est-ce que vous connaissez des marques de Roquefort ou pas? Alors, Roquefort Société. Alors, il y a Roquefort Société, effectivement, qui a été fondée le 25 février 1825 et qui fonde justement l'acte fondateur de la Société civile des caves. On connaît leur production, ils produisent environ 10 000 tonnes de Roquefort par an. Donc, c'est Ouais, le je plus crois que gros c'est le plus fournisseur gros, de non Roquefort au monde. Ouais, c'est le plus gros. C'est pour ça qu'on les voit dans tous les supermarchés. Tant qu'on a d'autres, Clément, des fabricants de Roquefort? Non, parce que c'est pas un fromage que j'achète beaucoup, donc non. Est-ce que tu as des images qui te viennent en tête, toi, Nico, ou pas? Des images de l'enfer, de fin du monde. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Attends, t'avais dit qu'il y avait 7 marques de Roquefort, c'est ça? Tout Ça à fait fait, un ouais. peu les 7 cercles de l'enfer de Nicolas, tu vois. Ah bah là, Ouais, c'est clair. non. Alors, on a la deuxième compagnie de Roquefort la plus grande, c'est Papillon, qui a été créée en 1916 et qui possède son propre fournil pour le pain de seigle. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'acheter du seigle ailleurs pour créer le pénicillium roquefortien. Oh. Alors, on voit qu'il y a déjà un gros gap avec Société puisqu'elle ne produit que 2550 tonnes par an contre 10 000 pour Société. La troisième fromagerie, c'est la fromagerie Occitane, qui est la seule coopérative parmi les 7 fabricants. C'est elle qui va reprendre les caves des frères Alric en 1976, qui était un d'anciens producteurs de Roquefort. Et la fromagerie Occitane produit 2200 tonnes par an. Ensuite, en quatrième position, nous avons Gabriel Coulet, qui, selon la légende, dit qu'en cherchant à creuser une cave à vin, il a découvert des fleurines dans le trou qu'il avait percé. Il devient alors fromager en 1872, et aujourd'hui, sa société produit 2000 tonnes de fromage par an. Nous avons ensuite Vernière, qui est présent dans le village depuis 1664, donc c'est une très vieille famille. Elle possède, en tout cas à cette époque-là, 5 des 18 caves existantes. C'est aujourd'hui la 5e génération qui gère une entreprise familiale officielle depuis 1890. Ils produisent 1200 tonnes par an. Et là où c'est intéressant, c'est qu'un tiers de leur consommation se fait hors de France. Nous avons ensuite la fromagerie Carle, fondée par François Carle en 1927, qui est dirigée par la 3e génération. Aujourd'hui, c'est Madame Delphine Carle qui produit 230 tonnes de fromage par an. C'est apparemment une production très familiale, d'après ce qu'ils disent sur leur site internet. Et enfin, la dernière entreprise, c'est le Vieux Berger, qui a été fondée par la maison Combe.
Le Vieux Berger, ça existe depuis 1923 et ils produisent seulement 180 tonnes de fromage par an. Voilà. Donc en fait, il y a tout un business finalement. C'est un peu le Game of Thrones des fromages, quoi. En fait, ils ont tous un peu leur rang hiérarchique et Ouais. tout, leur production, leur spécialité. C'est assez intéressant. Mais cette chronique touchant à sa fin, je vous propose qu'on parle aussi un petit peu des problèmes parce qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'en ai trouvé quelques-uns. Parce que la production de fromage en masse, bah, c'est pas cool en fait. Parce que le Roquefort, c'est aussi 120 000 agneaux par an, soit 10% des petits qui sont tués dans des conditions le plus souvent épouvantables, mis à mort sur place avec des cadavres laissés dans des enclos. Il y a beaucoup d'articles de journaux qui ont parlé de ce genre de choses. Récemment, la Confédération des fromagers de Roquefort ont été interviewés et ils déclinent toute responsabilité dans ces affaires parce que, je cite, ils ne font finalement que acheter le lait. C'est pas eux qui le produisent, donc c'est pas leur responsabilité. Ouais, c'est des douanes. Hein. Voilà, Ouais, complètement, c'est ils se tout dédonnent ça. complètement de cette affaire. Donc c'est bien triste parce que malheureusement aujourd'hui on vit dans un monde où en fait quand on surproduit des trucs, eh ben il y a toujours des énormes conséquences derrière, même quand c'est finalement du bon fromage. Tristesse. Est-ce que tu en auras ce soir pour le JDR? Et non, je n'aurais pas de Roquefort parce que j'achète très peu de Roquefort parce qu'en vérité ça coûte assez cher. Oui. Et que bon, Société, je l'aime bien, mais c'est pas le Roquefort que j'affectionne le plus et j'essaie de pas acheter mon fromage en supermarché. Donc, comme j'achète mon fromage à côté de chez moi, bah, c'est du fromage de brebis ardéchois que je mange régulièrement. Tu l'achètes où du coup? Dans À une fromagerie? l'épicerie, alors en fait, j'ai une épicerie locale à côté qui coûte très Ok. très cher, mais où ils font quand même des produits d'excellente qualité. C'est-à-dire que toute ma viande, je la consomme là-bas et c'est que de la viande d'Ardèche, c'est que du fromage d'Ardèche. Donc, j'essaie de consommer un petit peu local, même si un steak, ça vaut 4 balles, quoi. Bah, je raconte ma vie, hein, je couperai peut-être ça au montage, mais en fait, avec l'anémie que je me suis tapé là C'est en vrai. début d'année, je suis obligé de manger de la viande parce que je digère pas les substituts de fer en légumineuses. Et si je ne prends pas du fer, c'est problématique. Donc, je dois Ouais, bouffer du bœuf régulièrement, alors que j'en bouffais très très peu au final avant. Ok. Donc, je mange de la viande. Et je me suis dit, je vais pas acheter des vieux steaks au supermarché, je vais prendre des trucs Ouais, bah ouais, tant qu'à quali un faire. peu quand même. Tu vois, quitte à participer à la destruction de la nature, autant faire ça Autant qu'elle localement. soit locale. C'est ça, exactement. C'est trop bizarre quand même. C'est bizarre, hein, dit comme Voilà. ça. Hein. C'est du C'est ça. sarcasme à outrance, c'est horrible. C'est ça. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite chronique informative sur le Roquefort vous aura Oui. plu. J'avais fait ça un peu à l'arrache il y a 4 mois, donc du coup, c'est un peu Ah bordélique bah, dans la manière dont je tu l'ai vois, fait. comme moi, ma chronique, j'avais préparé il y a 4 mois. Vous Bah avez voilà, tu vois. préparé ça il y a 4 mois, et moi je l'ai fait il y a 3 jours, donc Non, mais ça prouve qu'on n'enregistre pas assez, tu vois. Il y Ouais, a on un sait pas souci de rythme. C'est ça, souci de rythme. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, on espère chez vous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, que cette émission vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tout et de Rien. Vous l'avez compris, on enregistre avec des fréquences très très lentes, donc j'ai aucune idée de qui sera là et de quoi ça parlera. Mais je suis sûr que ce sera avec des gens incroyables et des sujets fantastiques. Sur ce, je vous dis des bisous et je vous dis ciao. Ciao. Ciao, à bientôt. Voilà. Ok. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes chaud? Bien sûr, Oui. attends ce moment depuis début avril, depuis 9 Oui. jours. Putain, on en fait très peu hein, des enregistrements. Bah, un par mois, j'ai l'impression, à peu près. Ouais, alors j'ai une liste, ouais, c'est à peu près c'est 1,5 par mois à peu près. Ok. Là, on en est au 9e, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens dispo en ce moment, j'ai l'impression. Ouais. Bah, Jules, il fait sa thèse, quoi, donc il n'est pas trop Yes. dispo. les gens Et qui font des tests. Manon, on n'a fait aucun enregistrement de la saison 4. Ah ouais. Ouais. Oh, on en a fait un, Marc, il Nous, y a on pas a fait longtemps. spécial Japon, on a fait Ouais. On avait fait le spécial. Clément, et on avait fait aussi t'es aussi dans l'épisode 5 sur le bateau de Thésée. Ah Enfin, oui. tu parles du bateau de Thésée un petit peu. Oui, Mais, ça j'en souviens. C'était voilà, ça, en c'est l'épisode- 2022. On avait Ça, c'est l'épisode. Oui, c'était en 2022, exactement. Putain, C'était c'était il y a même. si longtemps. C'était en novembre 2022. Putain, waouh, Waouh, on ça a va commencé les enregistrements en octobre 2022, hein, quand même. On en a fait 2 en octobre, 2 en novembre, 1 en Et décembre, j'ai 1 en l'impression que janvier, le 2 en rythme se février. ralentit vachement, même pour les jeux de rôle. D'ailleurs, si Clément, t'es dispo, tu es toujours le bienvenu hein, pour rejoindre l'équipe. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le 9e cycle, c'est ça? C'est pour ça. Et là, normalement, on va Oui, commencer à reprendre. Enfin, ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Mais oui, On s'est calé une date le 24. Après, je sais pas quoi. Je crois qu'on est C'est le full. 24, c'est pas le 26? J'ai noté le 20. Ou le 26, je sais plus du tout. Attends. J'ai un gros doute du coup. Merde, je vais voir mon agenda. Ouais, je pense que c'est le 26 vu que c'est un C'est le mercredi. 20... Moi, j'ai noté le 26. Ouais, Ouais. c'est ça. J'ai noté le 26. Bah ouais, T'as raison. faudra que je retrouve mon perso, je me rappelle. C'est clair. La fiche. On verrait tout ça
quelques quelque semaines. part. Et parce qu'au final, est-ce que Seb il joue le 26? Il a dit oui pour le 26, je me souviens plus. Je sais plus, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais je vais me caler tranquillement là cette Ouais, semaine on pour va essayer de se. préparer tout ça. Ça marche. Et en attendant, c'est parti.